nos remerciements aux chaînes de télévision qui ont pu être là, Canal 2, Canal 24, Equinox Télévision. C'est pas que j'ai oublié parce que 4, on est combien. Et aussi aux organes de presse. Oui. Le vice-président Sim, Emmanuel. Merci. Voilà. Merci, bienvenue, Monsieur le Président, pour cette conférence de presse. Quatre chaînes de télévision, il y a juste un quotidien que je ne vois pas encore parce que ça a été débité dans le nombre d'invitations. Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir et surtout bienvenue ici au siège du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Notre parti politique est, vous le savez très bien, leader aujourd'hui dans le leadership politique au Cameroun. Et vous le savez très bien, le Cameroun traverse une crise politique profonde. Et vous savez tous de la presse ce qui est arrivé notamment depuis le mois de janvier dernier. Cela dit, le directoire national du MRC, dont je vais vous présenter exceptionnellement quelques membres ici avant le début de la conférence, une fois n'est pas coutume, pour montrer l'existence de ce parti, quel que soit ce qui lui arrive, et ceux qui pensent que le parti a été décapité. Please, Barrister Christophe Ndong, I want to introduce you. Le secrétaire général du MRC, Barrister Christophe Ndong. Il est en même temps avocat au barreau du Cameroun. Le secrétaire général adjoint au directoire du mouvement pour la renaissance du Cameroun s'appelle Justin Roger Noah. Il est là parmi nous. Le secrétaire national en charge du développement du MRC, il s'appelle Pascal Zamoui. Il est parmi nous. Oui, le Cordeau, c'est le nom le plus connu chez nous. Monsieur le conseiller. Le conseiller du président, le professeur Djougui, il est parmi nous. Le secrétaire national en charge de la santé, le docteur Okor. Et bien entendu, nous avons dans la salle qu'on par coïncidence aujourd'hui un élu, mais le doigt là, il est conseiller municipal. C'est un reprise. Voilà. Le conseiller, c'est pour bien entendu. Je ne bien pas le nom. Et le trésorier national adjoint du MRC, Okala Emori. Je dois vous dire qu'il y a d'autres cadres supérieurs. Je vais parler trop loin. Je présente juste un seul encore. Il s'agit de Maître Dubussier qui lui vient tout droit des doigts. C'est parce que vous l'avez possible. C'est bon? Avec ça, c'est bon. Moi-même, Sosten Meyer-Libot, le conseiller du président, secrétaire national en charge de la communication. Nous allons faire cette conférence de presse avec vous, M. Batsogo. Il est le coordinateur, le numéro 2 au département communication. Juste bonjour, mon frère. Bien évidemment. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Nous avons abusé de votre temps. Toutes nos excuses pour cela.
Nous avons voulu présenter aussi les membres du directoire pour dire l'OMRC dit, s'il vous plaît, beaucoup sont en région, ou en province, ou en mission sur le terrain. Monsieur le Président, avec votre permission, pour cette conférence de presse très importante. Merci. Je voudrais d'entrée de jeu m'excuser au nom du directoire, je les remercie pour le retard avec lequel nous commençons cette conférence de presse. Mais vous avez tous été témoins des embouteillages qu'il y a dans la ville et surtout des intempéries qui s'abattent en ces derniers jours dans la ville de Yaoundé. Merci pour votre patience. Messieurs, mesdames et membres du directoire, messieurs les journalistes de la presse nationale et internationale, mes chers camarades, je vous souhaite à vous tous la bienvenue une nouvelle fois ici au siège du MRC. Cette conférence de presse se tient à un moment, notre secrétaire national de communication vous l'a dit, très important de la vie de notre pays. Nous traversons des crises multiformes et la plus récente, c'est l'embastillement sans raison juridique du président élu Maurice Kamto, de ses alliés et de plus de 150 militants et même sympathisants ou autres personnes qui se trouvaient par hasard au lieu de l'arrestation du président Maurice Kamto, d'Albert Zonga et de Christian Penda-Epoka. Et si le Cameroun traverse cette crise qui est critique de son histoire, il faut dire que c'est à cause d'une grave crise politique qui est caractérisée par des atrocités d'une guerre civile sans précédent qui se déroule dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays. Et pendant ce temps, le régime dicte sa tyrannie cruelle au peuple camerounais exsangue et sans aucune force. À l'évidence, notre peuple subit les affres d'un régime devenu impopulaire qui est tous les jours plus cynique et odieux, qui a brutalement travailler les Camerounais au rang de sujets passifs et sans droit. Aujourd'hui, le mouvement pour la renaissance du Cameroun prend ses responsabilités. Fort de sa place de leader conquise sur l'échiquier politique national, en considération de la majorité des voix que le peuple camerounais souverain a accordé à son candidat Maurice Kamto, lors de la présidentielle du 7 octobre 2018, le MRC, disais-je, marque son total désaccord avec ce régime de M. Biya, tout en s'indignant du sort qu'il inflige tous les jours à ce peuple pacifiste, pacifique, mais humilié et profondément blessé dans son orgueil propre. Il va sans dire qu'à cause du système odieux de malgouvernance, mise en place par ce gouvernement qui s'accroche au pouvoir par tous les moyens, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, a le devoir de se ranger du côté des populations afin d'opposer une résistance digne de ce nom aux oligarques corrompus et irresponsables du système gouvernant actuel. Après avoir écouté les attentes légitimes des populations, et consulter les organes de base du parti, le directoire du MRC a examiné les aspirations profondes de la base de notre grande famille politique élargie aux organisations alliées. En conséquence, face à la communauté nationale et internationale, le MRC entend dénoncer une nouvelle fois les dérives totalitaires du pouvoir
et ses pratiques inhumaines. Cette dénonciation se situe à plusieurs niveaux. 1. Le MRC dénonce la modification partielle et partielle de la Constitution du Cameroun et de la loi portant code électoral. Le régime ayant institutionnellement et malhonnêtement opté d'organiser les élections régionales avec un collège électoral illégitime et complètement acquis à sa fraude organisée, à travers des conseillers municipaux dont le mandat a été prorogé d'une année et qui auront le pouvoir de désigner pour les 5 prochaines années nos conseillers régionaux. Cela s'est passé en 2013 lors des sénatoriales et nous disons que nous nous opposerons comme il le faut à l'élection des conseillers régionaux avant l'élection des conseillers municipaux. Donc, le MRC dénonce toute tentative et honte d'organiser donc les élections au Cameroun avant la fin de la sale guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, meurtries et endeuillées. Mais comment pourrons-nous aller aux élections sereinement avec 500 000 réfugiés au Nigeria, avec autant de déplacés internes à travers le Cameroun? Comment pouvons-nous aller aux élections alors que tous les jours on subit des enlèvements, on subit des morts dans cette partie de ce pays qui est aujourd'hui mise à feu et à sang? Est-ce qu'on peut vraiment aller à une élection et dire que c'était une vraie élection? Le MRC dénonce la mise sur pied d'une machine de fraude électorale s'appuyant sur des procès-verbaux préfabriqués par l'État et des complicités ignobles auprès des administrations publiques. Mesdames et messieurs les journalistes, le MRC veillera. Il veille déjà toujours au bon respect des règles de la démocratie. Le pouvoir actuel s'en offusque au vu et au su du peuple camerounais et du monde entier. On est passé de ce que le président Kamto appelait une dictature reptilienne pour aujourd'hui passer à un état sauvage. Car cela ne tient tout en but, de façon ridicule. Le régime planifie des représailles contre le MRC et ses alliés. C'est donc à juste titre que le MRC dénonce à nouveau la conspiration de l'administration acquise au RDPC, en plus de la barbarie des forces de l'ordre contre le MRC et ses militants, le travail politique étant perpétuellement l'objet de sabotage des forces d'inertie du système de répression. En témoignent les interdictions systématiques de toutes les activités du parti, en procédant toujours à des arrestations arbitraires des militants et sympathisants sur l'ensemble du territoire national. Il n'a échappé à personne qu'il y a 2 semaines ou 3, le MRC voulait organiser une campagne d'adhésion massive au siège de son parti, dans un parti clôturé. Malheureusement, le samedi matin, on a trouvé sur place des gendarmes, des policiers fortement armés et qui ont fait interdiction d'entrer dans le siège du MRC, en violation totale de la loi sur les partis politiques qui préserve l'inviolabilité du siège d'un parti politique. Ils l'ont fait à Douala, ils l'ont fait à Bafoussa. Cela est intolérable. Nous avons saisi le ministre de l'administration territoriale, M. Atananji, par une lettre il y a 2 semaines, pour dénoncer ces entraves à l'exercice des droits politiques du MRC et de ses militants. Jusqu'à ce jour, ce ministre n'a pas cru devoir nous répondre. Mais c'est logique, puisque pour ce gouvernement, on ne parle pas aux citoyens ordinaires. Nous n'avons pas droit à les rencontrer. Nous sommes des moins que rien. Comment vont-ils répondre à une lettre du MRC quand elle dénonce
ces entraves. Le MRC prend à témoin le peuple camerounais tout entier et la communauté internationale quant aux violences perpétrées à l'encontre des militants et sympathisants qui exercent des droits civils, civiques, républicains. Pour le respect des règles de l'état de droit, le MRC, je tiens à le dire, et c'est l'objet de cette conférence, le MRC exige un dialogue inclusif qui permettra de mettre fin à la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Ce dialogue est possible. Il est encore possible, mais le temps devient très court. Tous les jours qui passent nous éloignent d'une possibilité de dialogue. Mais nous pensons, nous, MRC, qu'avec les contributions que nous pouvons mener, ce dialogue peut être possible si ceux qui sont là aujourd'hui cessent leur arrogance et tendent enfin la main de manière sérieuse à nos frères du sud-ouest et du nord-ouest. Le MRC réitère ses exigences quant à la libération sans conditions aucune du président élu Maurice Kamto, de ses alliés, vous les connaissez tous, des militants et sympathisants du MRC emprisonnés, je veux dire, embastillés, pris en otage dans différentes prisons de notre pays. Le MRC exige, une fois de plus, la révision consensuelle du code électoral avant l'organisation de toute élection dans notre pays, quelle qu'elle soit. Le LDPC demande très bien, avec une loi trafiquée à l'Assemblée, qu'il est possible de réformer le code électoral et même le système électoral de manière entière. Le MRC a déjà proposé un texte de loi dans ce sens, et je pense que ce texte peut être ce qu'on appelle instrumentum laboris, l'objet du travail qui pourra permettre, à partir de ce document, d'aller très vite et d'arriver à une réforme consensuelle du système électoral camerounais. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous exigeons de plus fort la révision consensuelle de ce code électoral et du système électoral tel qu'il est aujourd'hui au Cameroun. Nous observons que le RDPC a fêté son anniversaire le 24 mars dernier en occupant les voies publiques et les grands carrefours des villes et villages, la plupart du temps sans aucune demande, sans avoir reçu aucun récépissé, pour organiser librement des meetings sur l'ensemble du territoire national sans la moindre interdiction de quelque souverain que ce soit, sans la moindre intervention des forces de l'ordre ou des autorités administratives. C'est ça qu'on appelle deux poids, deux mesures. Un parti politique est interdit d'exercer une activité même dans son siège. Mais à côté, comme si il y a seulement des ordres, quand c'est le MRC, le RDPC lui peut organiser le 24 mars ce qu'il va organiser, je le répète, je l'ai vérifié la plupart du temps, sans avoir déposé la demande exigée par la loi. À cet effet, nous demandons donc aux forces de l'ordre, aux autorités administratives, de garder le même traitement qu'a accordé le RDPC le 24 mars dernier envers le MRC, mais également envers tous les partis politiques, parce qu'en fin de compte, nous, on ne se bat pas seulement pour le MRC, pour le Chapelle, nous nous battons également pour que les droits politiques soient reconnus à tous les partis politiques, égalisés au Cameroun de la même manière. Le MRC fait appel aux partis politiques de l'opposition et à la société civile pour une grande synergie d'action dans la revendication du respect des droits constitutionnels du peuple camerounais. Nous ne sommes pas en période de campagne, en tout cas pour l'instant. Mais nous pensons sérieusement que pour une fois, les partis d'opposition, quels qu'ils soient, s'ils sont sérieux, la société civile, tous peuvent se mettre ensemble pour défendre ce qui est
le plus important pour le Camerounais, le droit à l'expression, le droit de manifester, le droit d'exister même comme individu. Parce que voyez-vous, si on arrête les Camerounais sans aucun mandat, je disais tout à l'heure avec un bois qui est à la présidence principale, où je suis parti la voir, que souvent nous les avocats, nous disons à nos clients qui nous appellent que si on veut vous arrêter, exigez qu'on vous présente le mandat à partir duquel on vous arrête. Exigez que celui qui vous arrête puisse se présenter à vous comme la loi le demande. Mais que voulez-vous aujourd'hui? On arrête les avocats sans mandat. Cela veut dire que nous sommes en train de tuer même la profession d'avocat, de tuer celles journalistes, si ces gens n'ont plus le droit de s'exprimer. Lors de l'arrestation de M. Zongan, de M. Kampou et de M. Ekouka, on a arrêté 2 journalistes camerounais connus. On les a envoyés à Yaoundé dans des conditions inhumaines. On les a gardés à vue. Et un ministre a dit qu'un journaliste n'a pas le choix de faire son métier. Qu'est-ce qu'il faisait là? Comme si vous devez vous rendre compte des événements qui se déroulent en étant dans vos chambres. Et il avait dit, ce ministre-là, que vos confrères vont subir les affres de la loi. Mais pour une fois, et ça féliciter les journalistes qui ont pu se mobiliser, on a pu libérer vos 2 confrères. Cela veut dire, j'ai appris le jour qu'on a appelé une consoeur du journal Mutation chez elle sans aucun mandat. Voilà, personne n'est à l'abri. Et nous disons que nous devons nous mettre ensemble, nous tous, autant que nous sommes, juste aux citoyens ordinaires, pour revendiquer le respect des droits que la Constitution du Cameroun nous accorde. À cet effet, nous allons instruire les responsables des structures de base du parti à déposer des déclarations de manifestation publique pour la journée du 6 avril 2019. Nous entendons le 6 avril 2019 mobiliser tous les Camerounais pour revendiquer le respect des droits constitutionnels qui sont les nôtres. Parce que autrement, si cela avait été fait, on n'aurait pas arrêté comme tous les siens. Mais c'est parce que nous avons tous renoncé à revendiquer nos droits qu'aujourd'hui, nous sommes tous dans une grande insécurité. Voilà, mesdames et messieurs les journalistes, ce que nous voulions vous dire cet après-midi relativement aux entraves à nos activités, relativement à la position du MSS sur les élections à venir, relativement aux modifications annoncées du code électoral par le pouvoir de Yaoundé. Nous restons évidemment ouverts à toutes les questions, et bien je vous dis toutes les questions. Nous sommes prêts à y répondre sans détour et sans langue de bois. Je vous remercie. Monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les journalistes, vous l'avez suivi dans ce propos inaugural du vice-président. Je vous remercie pour la Renaissance du Cameroun. Elle réitère un certain nombre de positions de cette prérogative. On a abordé la question du respect des droits constitutionnels et républicains. Le vice-président a dénoncé certainement ce qui est en train d'être préparé, l'organisation des élections avec un code électoral qui a perdu toute légitimité et bien évidemment la libération des membres du territoire commençant par le président national, le président élu Maurice Kamtou et tous les alliés du MRC et bien d'autres situations qui ont été observées. Certainement dans ce propos, mesdames et messieurs les journalistes, vous n'avez pas trouvé un certain nombre d'éléments de réponse. C'est pour ça que nous allons offrir cette phase d'échange questions-réponses. Vous allez vous présenter, vous donner le nom de votre organe. Vous allez poser votre question au vice-président qui prendra soin de la noter et de vous répondre. Nous allons y aller organe par organe pour travailler de manière structurée et ordonnée. Sans sous-estimer un organe ou prévaloir un autre, on est tout simplement à la main et je vais me donner le devoir de m'approcher de vous, Ange, qui va prendre le micro. Voilà, merci.
Bonsoir à tous, je m'appelle Bran Kamda, journaliste à Canal 2. Monsieur le vice-président, vous avez dit que le MRC dénonce l'organisation des régionales avant les législatives et municipales et que vous n'acceptez pas cela. On se rappelle déjà que lors de l'élection présidentielle, vous avez dit la même chose, que vous n'acceptez pas l'organisation de l'élection dans un contexte sécuritaire qu'est celui des régions du nord-ouest et du sud-ouest, de l'extrême nord et bien d'autres. Mais après, vous êtes allé à l'élection. Alors, est-ce que vous n'êtes pas quelque part en train de jouer un tout petit peu avec les Camerounais? La deuxième question, vous dites le 6 avril 2019, vous allez organiser des manifestations pour revendiquer les libertés, les droits des Camerounais. Est-ce que quelque part, vous n'avez pas constaté que les Camerounais sont un peu embastillés depuis leur fond intérieur? C'est-à-dire, il y a des appels pour revendiquer des libertés qui appartiennent à tous les Camerounais, mais ces Camerounais ne répondent pas à vos appels. Qu'est-ce qui cloche? Merci. Oui, merci M. Kanga de cette question. Vous dites que nous avons déclaré, c'est vrai, que nous n'admettons pas que les élections régionales se tiennent dans les élections municipales. Je tiens à vous préciser que si on veut être sérieux, le RDPC doit commencer à avoir un peu d'élégance. Ce parti se manifeste par une grossièreté absolument incroyable. Un manque de fair play qui peut se prendre même un martien. Comment un parti politique qui se dit majoritaire, qui se dit prêt à gagner la majorité des élections municipales, des municipalités, peut-il organiser les conseils régionaux avant d'avoir renouvelé les conseils municipaux? C'est la tricherie. Non, je vais dire des mots forts. C'est une escroquerie politique que ce parti veut faire. Non, ce n'est pas admissible. Nous avons élu les conseils municipaux en 2013. Le mandat s'achevait en 2018. Il a été prolongé. Le plus logique, c'est qu'on renouvelle les conseils municipaux, qu'on ait la vraie photographie politique d'aujourd'hui avant de passer à l'élection des conseillers régionaux. C'est là évident pour tout le monde, et tout le monde le dit, sauf le NDPC qui veut se targuer d'une majorité obèse qui est la sienne aujourd'hui pour aller ramasser des sièges qu'il ne mérite pas. Ce parti a peur de son peuple. Ce parti a peur de nous, de vous, parce qu'il sait très bien la sanction qu'il attend. Ah, il y a une sanction qui a déjà eu lieu en octobre dernier. Elle peut être encore plus grande aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Essayer de faire l'élection des conseils régionaux avant. Alors que depuis 2016, ils auraient pu le faire. On ne voit pas trop bien quelle est l'urgence subite et à faire l'élection. Donc nous disons, nous affirmons, on est ferme dessus, que nous n'allons pas accepter cela. Mais vous dites qu'en 2018, nous l'avons dit pour la présidentielle, il ne semble pas qu'on l'ait dit. Nous n'irons pas aux élections. Nous avons toujours dit que le MLC ira aux élections. Nous l'avons toujours dit. Et pour la présidentielle, nous l'avons dit que nous irons à l'élection. Nous souhaitions évidemment qu'elle se tienne dans des conditions meilleures. Nous souhaitions que l'élection se tienne avec tous les Camerounais, y compris ceux du sud-est et du nord-ouest. Les chiffres officiels Téléca nous disent qu'en octobre dernier, il y a eu 5% d'électeurs au nord-ouest et 15% d'électeurs au sud-ouest. 5%, vous vous rendez compte? Cela veut dire qu'en fait, que si on est sérieux, on comprend que le régime national de lui-même a déjà accepté la partition du pays. Parce que si une région entière a seulement 5% de personnes qui sont allées voter, on ne peut pas dire que c'était une réélection. C'était au nord-ouest.
Au sud-ouest, c'était 15%. Et on sait très bien qui a voté là-bas. C'était les fonctionnaires, c'était des militaires et des personnes qu'on a menées en charter. Personne n'allait voter dans ces deux régions. Est-ce que nous sommes sérieux nous-mêmes de faire l'élection des conseils régionaux alors que tous les maires de ces régions sont à Douala? Est-ce que vous le savez? Le maire de Buea vit à Douala. Tous les députés de cette région sont à Douala. Aucun ne vit là-bas, aucun. Tous les chefs des forts du nord-ouest, du sud-ouest sont hors de la région. Qui va aller voter? Donc nous disons qu'il n'est pas tout normal comme ça qu'on fasse des élections dans ces conditions. Et pire encore, on commence par les élections régionales avant les municipales. Nous sommes très clairs dessus. Je réaffirme que nous nous battrons du mieux que nous pourrons pour que cette infamie ne se produise pas. La deuxième question, vous dites que le 6 avril prochain, nous analyserons des manifestations pour dire aux Camerounais de revendiquer leurs droits. Pourquoi ils ne viennent pas? Mais M. Kanga, si vous avez assisté à l'audience de M. Kampo avant-hier et avez vu la situation sécuritaire qu'il y a dans la ville de Yaoundé, à la poste centrale, même à Essos, depuis là-bas, il y avait déjà des policiers armés partout. Les Camerounais ont simplement peur. Je peux dire que si notre police, notre journalistes se comporte comme on a vu en Algérie, je peux vous jurer qu'en une journée, nous mettrons tous les Camerounais dehors, en commençant par le village de M. Bia. Même ses parents vont sortir pour lui demander de partir. M. Bia sait très bien ce qu'il fait. M. Bia a instauré au Cameroun un régime policier tireur. Je le lui dis à haute voix. Il a instauré chez nous la terreur. Les gens ont peur d'eux-mêmes. Ils ont même peur de sortir aujourd'hui. On a reculé de 50 ans. Nous sommes entrés dans une dictature médiévale. Et ce n'est pas tolérable. Mais il y a des gens quand même courageux qui continuent à se battre. Vous savez, M. Kanga, à l'heure où je vous parle, je suis dans la liste noire de ce régime. Mon nom est à numéro 1. Mais je n'ai pas peur d'eux. Je leur ai dit. Je leur dirai toujours, c'est eux qui m'embastillent. Je n'ai pas peur de ça. Mais nous parlerons pourquoi. Il faut toujours qu'il y ait des morts pour que des personnes puissent vivre. C'est pour ça que le MRC se bat. Et que nos cadres, le président du MRC et nos alliés, je les ai vus en prison encore aujourd'hui, ils sont d'un moral exceptionnel. Parce qu'ils savent que sur le plan du droit, ils n'ont commis aucune faute, aucun crime, aucun délit. Donc ils sont, pour beaucoup, je vais dire même pour tous, ils se considèrent comme des martyrs de ce pays. Et que, en sortant de la prison très bientôt, ils auront au moins payé quelque chose pour que ce pays cesse d'être un pays de terreur, pour que notre pays revienne un pays de liberté. Si le 6 avril prochain, on nous donne des récépissés, des déclarations de manifestation, et les structures n'interdisent pas ces manifestations, je peux vous dire qu'il y aura des millions de Camerounais pour demander que leurs droits civiques et civils soient respectés. Mais si les structures refusent des récépissés et que le 6 avril, on mette des gens cagoulés dans tout Yaoundé, il est évident que les gens ne sortiront pas parce qu'ils ont peur. Ils sont tétanisés par la peur et le régime de Yaoundé a pour principal pilier la peur. Il le sait. La peur est ce par quoi ce régime le tient. Je ne vais pas finir sans citer le président Kamto. Vous avez bien lu ce livre. Il faut d'abord que nous puissions conquérir ces bastilles qui sont dans nos têtes. Cette peur qui nous engage, cette peur qui nous tient. Quand nous la vaincrons, vous verrez quand vous serez en capacité de dire à cette dictature qu'ils en ont marre et qu'elles s'en aillent. Et merci, je suis Serge Epikoy, l'adjoint ministre en tout. Deux questions. La première, le MRC souhaite la modification du code électoral de façon consensuelle. Quels sont les points concrets que vous souhaitez justement modifier dans le code électoral? Les différents amendements que le parti veut apporter à cette modification. Deuxième question,
est-ce que l'on peut avoir la liste intégrale des personnalités du MSC qui sont interdites de sortir du territoire? Parce que justement, ces derniers jours, vous avez fortement fait mention de cet élément tout à l'heure, que vous-même vous faites concerner. Est-ce que l'on peut avoir la liste intégrale des personnalités qui sont interdites de sortir du territoire camerounais du MSC? Merci. Je vais commencer par la deuxième question. Je peux vous dire que j'ai vu de mes yeux la liste dans laquelle mon nom se trouvait. C'était au cours de l'audition de Maître Ndoki le mois dernier, quand il a été kidnappé, enlevé par des personnes, je ne peux pas vous dire si c'était des personnes, si c'était des militaires, des policiers ou des gendarmes. Maître Ndoki a été arrêté au poste frontière d'Idenao, où elle avait voulu faire un voyage de manière légale en compagnie de son mari, en passant par la police. Elle a été enlevée par 8 personnes qui étaient cagoulées. C'est le Cameroun qui est le nôtre aujourd'hui contre lequel nous devons nous battre tous. La loi exige que pour être arrêté, celui qui vous arrête doit d'abord se présenter, vous dire son nom, son prénom, sa filiation, qui il est, vous dire dans quelle unité il travaille et vous présenter le mandat à vertu duquel il demande à vous arrêter. C'est ce que la loi dit. Mais dans le cas qui est le nôtre, on envoie des gens arrêter des Camerounais, touche une avocate, pas des personnes encagoulées. Donc elle ne sait pas qui étaient ces gens. Ça aurait pu être des Boko Haram ou autre chose. Et dans la voiture, elle demanda à ces gens, elle était menottée, vous nous amenez où mon mari et moi, on est dit, on ne sait pas. Voilà ce qui s'est passé. Et c'est donc à Yaoundé, quand on auditionnait, qu'elle a demandé, comme avocate, à avoir le document sur la base duquel on a pu l'arrêter au sud-ouest pour la mener à Yaoundé. Donc la police lui a présenté ce message porté, signé par la police camerounaise, dans lequel il y avait exactement, je crois, 10 noms, au rang desquels il connaît ça. Et moi-même, je peux vous dire, dans les termes, sont les 2 personnes non encore arrêtées. Tous les autres sont déjà en prison. Et elle a demandé à ces gens, mais est-ce qu'on arrête les gens sur la base d'un message porté d'interdiction de sortie du territoire national, qui de surcroît n'a jamais été notifié, parce qu'il faut bien qu'on s'entende. Ce document, je l'ai vu acheter là-bas comme avocat de Maître Ndoki, mais jusqu'à l'heure qu'il est, il n'a pas été notifié. Et ce document ne porte aucune mention des raisons pour lesquelles on nous interdit de quitter le territoire camerounais. Aucune mention des raisons. Pire, on a écrit qu'on interdit de sortir du territoire des activistes politiques. C'est l'expression employée. Et je me suis dit quand même, si on met vice-président du MRC, trésorier du MRC, un parti qui a été aux élections, déclaré deuxième aux élections présidentielles, qu'on considère ces militants, ces hauts cadres comme des activistes politiques, je comprends les idées, je comprends comment le parti au pouvoir, qui n'a jamais accepté qu'il y ait un petit baptisme, qui subit en fait, qui accepte malgré lui la concurrence, je comprends comment eux, ils nous traitent, activistes politiques. Donc, sur la liste que j'ai vue, il y avait dit, et ces noms, vous les connaissez, c'était Alain Fouguet, Pauline Kringuet, Pédé Bokar, Célestin Jamais, Maître Ndoki elle-même, évidemment. Maintenant, est-ce que c'est la seule liste qu'il y a? Je ne saurais vous dire. Parce que j'imagine très bien que si je n'étais pas allé ce jour à la police, je n'aurais pas pu savoir qu'il y a une liste dans laquelle mon nom se trouve. Donc il est possible qu'il y ait d'autres listes comportant d'autres noms, puisque ne notifie pas aux personnes concernées les messages portés d'un interdisant de sortie du territoire. Voilà ce que je peux dire sur celle que j'ai vue. Pour les autres, je ne les ai pas vues, mais j'ai bien le sentiment qu'elles doivent encore exister. Le plus dramatique, je pense, je vais finir par là sur cette question, c'est que on est dans
dans l'état sauvage dont j'ai parlé maintenant. C'est-à-dire qu'on prend un test contre vous. On ne vous dit rien. Si j'étais à l'aéroport de Yaoundé ou de Douala pour un voyage professionnel à l'étranger, ou même dans le cadre du parti, on aurait dit, ah, mais si vous voulez fuir. C'est ce qu'on a dit, donc, qu'elle voulait fuir. Elle voulait fuir quoi? Dès lors qu'il n'y avait contre elle aucune plainte, contre elle aucune convocation, aucun mandat, aucun avis de recherche. Mais on dit qu'elle voulait fuir. Elle voulait fuir quoi? On peut dire qu'on fuit, c'est un mandat contre vous et que vous le savez déjà. Mais quand il n'y a rien contre vous, vous ne fuyez pas. Et elle a dit à ces gens, maintenant je suis au courant de ce qu'il y a un mandat et un document qui m'interdit de quitter du Cameroun, et bien, je m'en suis pas dormir. Mais non, voilà, bien, il y a Yaoundé pour lui opposer des infractions que vous connaissez tous. Donc, c'est l'état sauvage dont je parlais maintenant. Sur les points concrets sur lesquels le MRC exige la révision du système électoral, je vais, M. Bikoy et vous autres, vous inviter à lire. Et la loi camerounaise qui régit l'Assemblée dit que quand une proposition de loi est déposée par un député, il faut que plus tard, à la 3e session, ce texte soit examiné à la commission des présidents. Mais, vous rendez-vous compte, ça fait déjà 3 ans et demi, plus que ça, que nous avons déposé ce texte-là. Mais jusqu'à présent, il n'a pas été examiné par cette commission-là pour savoir même si le texte est recevable ou s'il est recevable. Et là encore, voyez-vous, c'est l'État du Cameroun qui est devenu l'État voyou, qui est le premier à violer ses propres lois. Donc, je vais être assez rapide là-dessus également. Le MRC demande beaucoup de choses. La première, c'est qu'on mette en place un organe électoral vraiment indépendant. Parce que l'État ne peut pas être indépendant. Et l'État en place sa composition et le mode de désignation de ses membres et de son président ne le peut pas. Quand M. Biya, qui est président de la République, qui est candidat et à l'élection, nomme des gens à l'État, ces gens lui doivent absolument tout. Ah, je vais vous dire. Et il y a un, M. Sosé-Eric, c'est un type de mon village. Voyez-vous, il finance le RDPC à Yégué dans la journée. On tient des réunions du RDPC chez lui dans la journée et la nuit. Il donne l'argent des pains du RDPC à Yégué la nuit. Et là, dans la journée, il vient il dit qu'il est directeur de l'État. Évidemment, on n'attend pas grand-chose d'une telle personne, malheureusement. Donc, il faut mettre en place un organe, pas un État, mais une commission électorale nationale indépendante qui comporte donc des représentants des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, qui comporte la société civile, qui comporte les leaders des principales églises, qui comporte l'administration camerounaise. Ça permet d'avoir un collège dans lequel tout le monde est représenté. C'est ce qu'on a fait au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon. Et même au niveau du bureau de vote, dans les commissions locales, c'est ce qu'on fait. Au niveau local, tous les partis sont représentés, en tout cas ceux qui ont des candidats. Mais au niveau national, on dit non, il n'y a que Paul Biya qui peut nommer ces personnes-là. Je pense qu'il faut revoir tout cela. Il y a également l'autre organe qui est le jumeau de l'État, qu'on appelle le Conseil constitutionnel. Tout le monde a vu la danse du canard de M. Atamna Clément, le jeu qu'on a nommé. Cet homme, comme disait Philippe, a retrouvé l'énergie pour danser comme un gosse de 2 ans. Et est-ce qu'on attend de cet homme-là qu'il soit en capacité de rendre justice quand il est saisi? Vous l'ignorez sûrement. Pendant le contentieux électoral, le ministère de la Marché public a publié un texte qui donnait droit au président de ce conseil constitutionnel, donnait droit à ce président à une maison qui valait à 200, je crois, 27 millions. Une seule maison pour le président du conseil, alors que le conseil ne n'a pas de siège. Donc on préfère d'abord construire la maison du président du conseil avant de construire le siège du conseil lui-même. Le conseil squatte les locaux auprès des congrès. On a trouvé une salle pour faire des audiences. Voyez-vous donc, on aura attendu qu'on construise d'abord le siège du Conseil constitutionnel, qui devait être un siège connu, bien beau, mais non. On dit à M. Atamna Clément, vous aurez une belle maison, et dès qu'on lui a dit ça, il est évident que
il a fait ce qu'il devait faire l'autre jour. Et on lui dit également que ce mandat, c'est 6 ans, éventuellement renouvelable. Ça veut dire quoi? Et si vous dites que M. Biya est vainqueur, vous pourrez, dans 6 ans, revenir. La mouture première disait que c'était un mandat de 9 ans non renouvelable, ce qui donnait au conseiller constitutionnel et à son président une liberté d'action. Mais dès lors que ces mandats qu'on peut renouveler à la guise de celui qui est le nom, qui est candidat, il est évident que ce n'est pas gérable. Le système doit être notifié sur ces points-là et que les personnes qui sont nommées soient proposées par d'autres organes et non pas seulement par le président lui-même, qui par ailleurs est président du parti politique. Et ça ne coûte rien, parce que nous disons que l'on fait des réformes qui n'ont pas un impact quelconque sur le budget du Cameroun et qu'on peut donc faire très facilement. On a demandé qu'on ramène l'âge électoral à 18 ans. Mais ça, beaucoup de gens me demandent depuis toujours, on ne pense pas qu'on puisse le faire. On demande qu'on ramène le découpage électoral tel que la loi le prévoit. C'est-à-dire qu'il faut que les circonscriptions électorales soient coupées en fonction des populations qu'il y a dans les zones. On a pu remarquer par exemple que dans le sud, il y a des départements qui ont droit à 4 députés, alors qu'ils ont 300 000 habitants, alors qu'ailleurs, il y a 4 millions d'habitants, mais il y a seulement 9 députés. Donc il y a là un déséquilibre dans le découpage des circonscriptions. Il faut revenir dessus. Il y a des choses même plus simples, qui sont même plus mécaniques. Je vais finir par là parce qu'on pourrait passer la nuit et la journée prochaine pour payer les cautionnements au municipal. On vous demande que chaque candidat doit aller payer sa caution. Donc quand on va, et mes camarades peuvent vous dire la souffrance qu'on a eue, quand on va aux impôts pour payer les cautionnements, pour Royan, les 4 par exemple, il y a certains conseils municipaux. Et vous payez pour chaque candidat une caution. Et ces candidats se désistent. Il faut recommencer à zéro. Bon, on peut faire très simple. On demande à chaque parti de payer pour la liste, puisqu'on est en scrutin de liste. Ça aide à payer pour 61 noms. Et à l'intérieur de la liste de partis peut, s'il y a un désistement ou un mort ou un malade, le remplacer simplement. Donc, c'est des choses qui sont très simples à faire. On demande à ce régime, mais il refuse de le faire. Donc, M. Bikoy, pardonnez-moi, je vais vous envoyer simplement une nouvelle fois ce document, qui est un document très complet et dans lequel nous avons proposé les modifications électorales que nous prenons utile. Évidemment, l'élection à 2 tours présidentielle, mais ça, bon, évidemment, monsieur le secrétaire général, tout le monde le sait, l'élection à 2 tours, parce que si le président est élu à 25%, c'est pas normal. Donc, ça, c'est des réformes sur lesquelles je pense que vous tous, on n'a pas besoin de revenir. Une autre question, deuxième. Oui, excusez-moi, je suis Paul Chouta, le promoteur de la page Le TG de l'info et journaliste pour le site d'information Cameroun Web. J'aurais certainement 3 questions, notamment, je vais revenir sur la question du 6 avril. Pour ceux qui ont une mémoire fraîche, c'est une date entre guillemets historique pour le Cameroun. Ça fait 35 ans aujourd'hui. Et dès lors, lorsque M. Biya a pris le pouvoir, on nous a fait savoir qu'il y a eu un coup d'État contesté par certains. Pourquoi avoir choisi cette date-là? De deux, je veux revenir sur la question qui ne cesse d'animer les chaumières, notamment celle d'une quelconque dissolution du MRC qui se trame au sein du régime. Quel est le commentaire que vous faites à ce sujet? Et deux, aujourd'hui, il savait comme un crime d'appartenir au MRC. Et je vais évoquer ici un cas de ressort d'un enseignant de philosophie au lycée Bulin de Mindon qui a proposé un sujet aux enfants de la classe de terminale C et D et qui tout simplement s'est vu radier de ce lycée par le proviseur. Et je vais également parler de ces jeunes qui décident de faire des investissements humains dans plusieurs villes qui sont embastillées, enfermées. Est-ce à dire qu'aujourd'hui le MRC est indésirable au Cameroun? Quel est le commentaire que vous dites à ce sujet? Merci. Oui, merci, monsieur Chouta. Votre question est, je voulais dire, amusante, mais en réalité, le 16 avril, c'est une coïncidence.
le 6 avril 1984, il y a des putschistes qui ont voulu remplacer le régime de M. Biya. Cette date est une pure coïncidence. Par contre, je vous exhorte à aller lire le discours de ces militaires. Allez lire le discours du 6 avril 1984. Vous aurez l'impression que ces gens étaient en 2019. Relisez-le. Il parlait déjà de la corruption. Il parlait déjà de détournement des données publiques, comme si les gens voulaient s'enrichir rapidement et partir ailleurs en 1984. Quand on voit le résultat aujourd'hui, quand on apprend que des ministres ont détourné des milliards et des milliards en dizaines, on se demande comment ces jeunes gens ont pu être visionnaires. Sans être partisan du coup d'État, mais je dis que relire ce discours nous donnera réponse. Donc, c'est après nous comptons demander aux Camerounais de reprendre leur destin en main, de se réapproprier de leurs droits civiques. C'est tout ce qui leur reste. Ils n'ont pas déjà les besoins qu'on leur a promis. M. Biya dit qu'il voudra laisser à son pays la prospérité. Prospérité, tout le monde sait très bien que c'est raté. C'est raté définitivement. Eux-mêmes le savent que c'est raté. Ils nous ont dit qu'en 2035, on pourrait voir. Donc c'est raté. L'autre chose, il disait qu'il veut laisser à son pays la démocratie. Mais ça, M. Biya n'a pas laissé la démocratie. C'est à nous-mêmes de la conquérir. C'est à nous-mêmes, c'est à personne d'autre. Messieurs, mesdames, si quelqu'un vous empêche d'entrer chez vous, dans votre maison, et que vous acceptez, vous, de dormir dehors toutes les nuits, dans les intempéries, eh bien, c'est à vous qu'on doit donner un blanc. Et non à celui qui vous empêche d'entrer chez vous. Il faut se battre pour arracher des droits communs. Donc, je dis, pour la démocratie, nous avons commencé à acquérir, à arracher de côté certains droits en 1990, pendant que certains marchaient les armes en main, les machettes en main pour dire non, le multipartisme, nous nous battions en jeunes gens à gloire pour faire des cartons rouges, des cartons jaunes, des villes mortes, pour pouvoir aujourd'hui avoir ces quelques droits. Mais ces droits qu'on a pu acquérir dans ces années 90, le régime de M. Biya est en train de les reprendre au point qu'on arrive à la question 3 que vous posez sur le fait que aujourd'hui être militant de l'MRC, il faut avoir le courage. Moi, les gens me disent, j'ai encore reçu aujourd'hui du Canada un message d'une de mes fidèles qui me dit, tonton, il faut faire attention. Je dis, à quoi? En faisant comment? Mais elle n'est pas tort en fait, parce qu'on peut m'arrêter en sortant d'ici. Parce que j'ai dit ce que j'ai dit. Sans aucun mandat, on peut très bien le faire. C'est le pays dans lequel on est aujourd'hui et c'est contre ça que nous nous battons. Il ne faut pas que les Camerounais qui ont choisi un parti politique soient menacés dans leur chair parce qu'ils ont fait ce choix. Il ne faut plus, malheureusement, oui. C'est le cas aujourd'hui. On a vu dans la semaine de la femme des militants du MRC aller curer les caniveaux à Mokolo. On les a arrêtés. On les a arrêtés. On les a traînés à la police parce qu'elles faisaient la propriété. Et il y a quelques jours encore, à Yom de Cache en Como, les jeunes du MRC sont allés faire la propriété. On les a arrêtés parce qu'ils font la propriété. On veut comprendre. Les villes sont sales, les gens se lèvent pour les rendre propres. Et on menace ces gens. Je ne comprends rien à cela. Moi, je veux comprendre. À l'époque de mon père, il me disait que on leur exigeait chacun de balayer devant chez lui du défriché. Sinon, vous aviez une amende. Maintenant, les gens défrichent et ils ont une amende, ils sont menacés pour avoir défriché. Voilà le pays dans lequel M. Biya nous ramène. Mais ça, ils le font parce que c'est les gens du MRC. Parce que ça va très bien. Qu'est-ce qu'ils nous laissent faire? On donnera l'exemple de ce que ce pays sera demain. Le candidat Kanto avait dit devant ce pupitre à l'époque que s'il est le président de la République, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va peindre toutes les maisons en blanc au bord des routes camerounaises. On va tout nettoyer, enlever les ordures, peindre en blanc de telle manière que celui qui est parti il y a 1 mois et demi ou 2 mois, quand il revient, il se dise, mais je suis dans la ville blanche, à Bafoussable, à Yaoundé, à Bambao, à Douala.
Donc, redonner l'éclat de notre vie. M. Biya nous a laissé dans la saleté totale. Dans tous les quartiers, c'est comme ça. Les ordures viennent titiller nos portes. Et on nous interdit d'enlever les ordures qui sont devant nos portes. Voilà ce que M. Biya et ses amis peuvent nous imposer aujourd'hui. Et c'est à nous. Ou nous plions les chiffres, nous courbons la tête et on se laisse marcher dessus. Ou alors on dit, on est prêt au sacrifice suprême pour que notre pays ne vive plus jamais ça. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a des menaces, et je vous ai dit, je vous ai vous l'aurez tout à l'heure, si vous ne le voulez pas, j'ai écrit moi-même à M. Atananji, j'ai déjà dit cela, pour m'insurger au nom du parti. Donc je sais pratique, qui nous ramène 50 ans en arrière, qui nous ramène à un endroit où on ne pensait plus être. Je n'ai jamais imaginé qu'on arrêterait un leader politique pour avoir simplement revendiqué sa victoire. Et M. Payot le fait en RDC sans s'inquiéter. M. Sissé le fait au Mali depuis 1 an et demi, les gens marchent sans s'inquiéter. Et au Sénégal, ce jour, les opposants de M. Macky Sall ont dit qu'il ne sait pas sa victoire. Il a tendu la main. Mais au Cameroun, dire que M. Biya n'est pas vainqueur est devenu un crime. Dire qu'il y a un hold-up est devenu un crime. Parce qu'ils nous disent qu'on peut tout dire, sauf de dire qu'il y a un hold-up. Pourquoi? Donc, aujourd'hui, nous sommes dans cette situation de recul démocratique, d'une dictature qui est devenue plus féroce et plus sauvage. Et je pense que là encore, on se battra pour que cela s'arrête et on prendra témoin en eux-mêmes en leur demandant de se lever pour défendre leurs droits. Sur le deuxième point, la dissolution du MRC. En réalité, ce qu'ils font là, c'est quoi? Quand les gens arrêtent le président Kamto, le président du parti, arrête M. Fouquet, qui lui n'a jamais été à la marche, pendant 2 jours, M. Fouquet se battait pour faire libérer nos militants pour cela certains. Pendant 2 jours, il a fait libérer près de 30 militants, M. Fouquet. Et c'est le lundi 28 à 16h qu'on l'appelle au téléphone pour dire le professeur venez au commissariat central numéro 3. Je l'ai accompagné moi-même. On nous a mis tous les deux dans une voiture de police, Fouquet et moi. Pourquoi on dit après qu'on m'a arrêté parce qu'on nous a mis dans une même voiture, encadré par des policiers. On allait à la police judiciaire et il est temps, on a signifié qu'il est gardé à vue. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais on l'arrête parce qu'il est prisonnier du MRC. On essaie de décapiter la machine. Mais voyez-vous, la même réponse qu'on leur fait, c'est que nous disons, on organise les adhésions massives. Malgré le fait qu'on a été 150 personnes, nous avons eu à voilà, en une semaine année, 3500 personnes qui sont venues dans le cadre de l'MRC. Et même, dans le transport, que partout dans la ville, et même de plus loin, sont venus payer le cadre d'adhésion à l'MRC. 3500 personnes. Et c'est ça qui les inquiète. D'ailleurs, on a eu, je crois, 1000 et poussières avec l'édition qui avait été faite. Oui, monsieur, à Bafoussam, ils ont encerclé le siège du parti pour l'éviter, pour empêcher les adhésions massives. Donc c'est ça. Quand ils arrêtent la tête et ils coupent la tête, mais ils se rendent bien compte que derrière, c'est comme une pieuvre, elle est en train de grandir. C'est ça le MRC. Donc si on arrête 10 personnes, il y a 2000 qui vont s'inscrire. Si on arrête 1000, il y a 20 000 qui vont venir. Donc, il faut qu'ils sachent même que ça ne sert à rien de continuer à faire ce travail macabre, de continuer à faire cette sale besogne contre nous. Donc, effectivement, nous avons appris de sources assez bien informées que le plan d'origine, c'était de dissoudre le MRC. Mais ce sont dit sur dissoudre le MRC, comme deviendrait avec ces gens, une nouvelle fois, ces avocats, devant la juridiction compétente, pour démontrer aux yeux du monde que c'est une pétition qui n'est fondée sur rien, parce qu'on n'a rien fait de mal. Donc, ils se sont dit, dissoudre le MRC, ils vont se battre en droit, c'est leur domaine. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont préféré plutôt arrêter les leaders, les mettre en prison, en se disant comme ça le parti est mort. Mal leur en est pris. Je peux vous dire aujourd'hui, sur le plan judiciaire, sur ce volet, le président Kamto a demandé au juge militaire de statuer d'abord sur sa compétence. Parce que pour nous, ce juge militaire n'a pas de compétence pour juger des personnes civiles.
Ça fait un mois que quand tu as été appelé devant ce juge, et depuis lors, on n'a encore appelé personne, parce qu'eux-mêmes sont pris à leur piège. Comment ils vont faire? Comment ils vont faire pour sauter cet argument en béton que nous avons opposé? Comment ils vont faire? S'ils veulent se déclarent compétents, mais non, on va savoir ce qu'on fera à ce moment-là. Le monde entier les regarde. Le monde entier les regarde. Des traités ont été signés par le Cameroun qui interdisent qu'on juge un civil devant un tribunal militaire, quelle que soit l'infraction commise par le civil. Et nous avons ratifié ces accords. La Cour suprême elle-même a dit que ces conventions internationales sont au-dessus des lois du Cameroun. Si une loi camerounaise dit que le civil par le tribunal militaire, cette loi est une loi qu'on appelle chez nous une loi non écrite, parce qu'elle est contraire à la Convention internationale, et dans ces cas, c'est la Convention internationale qui va primer. Donc, cette question du préalable de la compétence a été posée par le président Campo. Et nous attendons fermement comment ils vont faire pour la sauter. Comment ils vont faire avec les 150 personnes inculpées qui, elles, ne viendront pas d'abord au tribunal, parce qu'elles vont dire au juge, répondez d'abord à la question préalable. Voyez-vous? Donc, je pense que l'intelligence pour le parti au pouvoir, c'est de laisser vivre le MRC. Mais voyez-vous, mes chers amis, sachez-le, toutes les fois qu'ils essaient de nous faire du mal, ça se retourne toujours contre eux et c'est à notre avantage. C'est pour ça que l'embastiment de leader ne nous fait pas peur. Au contraire, c'est pour nous une raison d'être encore plus déterminés, plus forts et plus engagés qu'avant. Une petite dernière question. Merci. Je m'appelle Innocent Gadjou de Radio Info 6. Monsieur le vice-président, vous avez dit que vous allez déposer des demandes pour la marche du 6. Et si ces demandes sont refusées, est-ce que vous allez marcher? Et je m'en voudrais si je ne vous pose pas cette question. Il se dit que la présidence a envoyé des émissaires pour négocier la libération du président national du MRC. Qu'en est-il exactement? Merci. Bien, je voulais qu'on commence par, voyez-vous, par des questions sémantiques. Nous devons nous tous nous rendre compte que tous les jours, nous aidons le pouvoir de M. Biya à nous maltraiter. La loi camerounaise ne parle pas de demande. Ce n'est pas une demande qu'on fait, c'est un droit constitutionnel de manifester. Elle demande simplement que nous puissions déclarer, pour des raisons évidentes de sécurité, d'organisation administrative. Parce que si, par exemple, le MSC veut faire une marche au marché d'Odja, le 22, le 6 avril, par exemple, et qu'en même temps, le SC veut faire une marche le même jour, à la même heure, au même endroit, il y aura un problème. Donc, on déclare pour que le l'autorité administrative puisse savoir comment organiser tout cela. Simplement, c'est une déclaration. Et dès qu'on déclare, la loi exige au sous-préfet de nous donner immédiatement un récépissé. Ce n'est pas un privilège qui nous donne en le faisant. C'est une obligation. C'est écrit doit remettre immédiatement un récépissé dès qu'on déclare. Et son rôle, en fait, c'est quoi? C'est d'encadrer les manifestations, les réunions. C'est son rôle. En disant, non, MRC, SDF est déjà au marché de Doja, vous allez faire ça plutôt à Tropicana. Voilà son rôle. Ou de changer la date. Mais qu'est-ce qu'ils font désormais? Ils interdisent systématiquement. Or, on dit qu'ils doivent interdire en cas de circonstances graves. Mais il n'y a eu pas de grave avant. Il faut au moins qu'il y ait un précédent en matière de droit dans la jurisprudence. Il y a une gravité ou un risque d'atteinte à l'ordre public. S'il y a déjà eu une atteinte préalable, là, on va dire qu'il y a un risque d'atteinte à l'ordre public. Mais il n'y a rien eu avant. M. Chateau venait chez moi un jour. Et je dis, n'en faites pas. Il y a un risque d'atteinte à l'ordre public dans ma maison. Vous n'y avez jamais été avant. Sur la base de quoi je me fonde pour dire une chose pareille. Donc, les sous-préfets ont décidé, mais systématique, d'interdire réunion, manifestation, dès lors que c'est un parti autre que le parti au pouvoir qui l'organise. C'est ça la question. Donc, c'est dans les demandes qu'on dépose des déclarations
parce qu'elle a un parti républicain. Et vous demandez que si on refuse, ils n'ont pas refusé. Quel droit ils doivent refuser que nous puissions exercer un droit qui nous est reconnu par la loi suprême et par les conventions internationales? Quel droit? C'est à eux de nous expliquer pourquoi ils refusent. Donc, en ce qui nous concerne, je considère qu'ils ne vont pas interdire. Donc, les gars seront prêts. Et si ils interdisent, ça veut dire qu'ils interdisent ce qu'on leur interdit, même interdire. Donc, c'est eux les porteurs de troubles, ce n'est pas nous. C'est à eux de rendre compte. Dans le 6 avril, nous déposerons déjà dans des délais nos déclarations de l'administration publique et on attendra pour les récépissés des sous-préfets et on attend tout simplement qu'ils puissent encadrer nos prestations, tout ce qu'on a. Sur la deuxième question, mais je l'ai lu comme vous, qu'il y aurait eu une rencontre secrète entre le président élu, Boris Kamto, et un émissaire du président M. Biya à la cour d'appel du centre le 26 mars dernier, c'est-à-dire mardi. Lorsque le président Kamto arrive à la cour d'appel, dans une camionnette blanche du prison principale, ce gars se stabilise devant, pour ceux qui connaissent ce tribunal, devant la grande salle d'apparat de la Cour suprême. Et je suis par hasard, à ce moment-là, devant cette salle. Je vais aller vers lui, je suis déjà en robe d'avocat. M'étonner que, alors qu'il devait être 7 à passer à la cour d'appel, on a amené lui seul dans le cas. Lui seul. Donc, je me suis étonné et je lui ai demandé, il m'a tiré la vitre. Le président, qu'est-ce qui se passe que vous êtes seul? Il me dit, je ne sais pas. Tout le monde était habillé, il était prêt. On m'a dit que je viens d'abord seul. Voilà, puis je suis entré. On m'a amené seul. Je dis, oh, pourquoi? Donc, on s'est parlé pendant qu'il était dans le cas. Après 5 minutes, on a ouvert le cas pour qu'il aille dans une salle où il devait attendre le début de son audience. Je me suis donc déplacé pour aller vers la portière de ce gars. Et dès qu'il descend du car, je lui serre la main. Et on va tous les deux, je lui indique la salle dans laquelle on est 5 ou 6 que nous retrouvons dans cette salle. Après, je crois 10 minutes, on vient l'appeler pour lui écouter d'ailleurs le bureau de ce dossier-là. Et nous sommes allés ensemble dans le bureau de ce juge qui était à 1 mètre pratiquement de la salle dans laquelle le président Kamto était. Et dans la salle, dans le bureau de ce juge-là, il lui a dit que le dossier n'est pas immédiat et qu'il va pouvoir le renvoyer. C'est ce qui a été fait, ça a pris moins de 5 minutes. Et je l'ai accompagné moi-même dans le cas et il est parti à la prison principale. C'est ce cas qui ramène les autres accusés après, les autres détenus après. À quel moment il y a eu cette négociation? Je ne saurais vous dire, à moins que le Saint-Esprit ne soit venu invisiblement lui parler, mais non, il n'y a pas eu une telle chose, j'étais présent, je peux en témoigner personnellement, il n'y a pas eu de rencontre pareille. Et s'il y en aura eu, dans tous les cas, vous le saurez, soit avant, soit pendant, soit après, mais dans tous les cas, nous remercier. On pourra vous le dire, c'est nécessaire, on le dira, quand ce sera nécessaire. Donc ce jour-là, je peux vous affirmer, parce que j'étais là, qu'il n'y a pas eu de négociation entre un quelconque émissaire de M. Biya et le président élu Boris Kamto. Bien voilà, je voudrais... Mais je vais terminer peut-être par là avant que l'autre question ne vienne, que nous avons exigé que, mais c'est pour vous qu'on le fait les journalistes, qu'on les tienne sous les audiences de nos leaders dans les bureaux des magistrats. Les audiences sont publiques. Les décisions sont rendues publiquement au nom du peuple camerounais. Si on estime que nous avons commis des crimes, eh bien qu'on nous juge devant le peuple contre qui ces crimes ont été commis. Les avocats l'ont dit à ce juge. Nos clients ne lui ont réitéré. Et s'il veut nous juger dans les bureaux, eh bien nous n'irons pas là-bas être jugés à huis clos.
c'est terminé. Ces affaires où on vous avait dans un bureau d'un juge pendant des heures et des heures, ce que nous, on va dire pour nous défendre, comment vous le saurez. Il faudra que même si vienne à la télévision après faire une interview de 2 minutes pour telle ou telle chaîne de télévision. Ça, or, si vous-même vous y êtes, vous témoignerez avec vos propres mots de ce que vous aurez vu et non pas avec les mots de l'avocatcie et qui plus est, vice-président de l'MRC. Voilà, donc nous avons demandé cela, que cette audience se tienne en audience publique, que nos clients détenus soient entendus publiquement et que le peuple camerounais puisse en être informé par vous qui êtes en charge de ce travail-là. Et à l'audience du mardi 2 avril, nous allons commencer par ces préalables, exiger que cette audience soit publique, faute de quoi, eh bien, on a dit au juge, nos clients ne se feront pas entendre à huis clos. Eh bien, voilà, on va prendre les dernières questions. Okay. Oui. Est-ce qu'il y avait un autre doigt derrière? C'est la dernière. Ouais. Je suis Jérôme Fonjo, je travaille pour le quartier. Alors, vous avez évoqué les audiences. On aimerait savoir à quel niveau se situe l'avancement du dossier de l'affaire Capto, ses alliés, les militants qui ont été embastillés sur le dossier. Bien, c'est une question vraiment technique. Je vais vous dire, et vous comprenez très bien, parce que souvent, mais c'est normal, on est un peu perdu dans ces détails des procès. Dans l'affaire Capto, il y a eu 3 volets. Le volet numéro 1, c'est celui des personnes qu'on a arrêtées à Yaoundé et qu'on a jugées il y a 2 semaines, je crois, au tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif, statut en matière correctionnelle. Ils ont été jugés, ils ont écopé de 12 mois d'emprisonnement ferme pour 26 d'entre elles. 11 ont été relaxés au bénéfice du doute et 26 ont été condamnés à 12 mois de prison ferme. Pour ce volet, nous avons interjeté appel immédiatement à la Cour d'appel du centre pour contester cette décision, qui était une décision absolument unique, parce qu'on a mis en prison des gens qui étaient à la marche, alors que d'autres avaient été remis en liberté le même samedi. On ne comprend pas. Deuxième chose, on les a condamnés pour 2 infractions, attroupement et manifestation publique. Ce n'est pas possible en droit. Donc, pour l'attroupement, ça veut dire que vous avez formé un attroupement physique statique à un endroit. On vous dit ne restez pas là, déplacez-vous. C'est un attroupement. Et manif, elle, dans le sens, comme c'était une marche. Donc, on dit à la fois que les gens ont fait l'attroupement et qu'ils ont marché. Et j'ai dit à ce juge, Monsieur le Président, vous me faites penser qu'on peut tomber à plat ventre sur le dos. Parce qu'on ne peut pas dire qu'à la fois on a fait marcher et c'est statique. Et la loi prévoit dans ce cas une peine maximale de 6 mois. Maximale. Et le juge a infligé 12 mois. Et on sent très bien là, dans le visage du juge, dans son attitude, il y avait une hargne, une rancœur, comme s'il venait régler un compte. Et à peine l'audience avait été arrêtée, il a pris son document pour lire une décision qui avait été écrite longtemps à l'avance, jusqu'à oublier de demander aux personnes prévenues quelle est leur dernière parole. Chez nous, à l'audience, on demande toujours aux prévenus quel est ton dernier mot. Il a oublié ça, il était pressé de faire la mission pour laquelle il avait été mandaté ce président. Donc, ils ont eu 12 mois de prison, là la loi seulement permet un maximum de 6 mois, sans compter que le procureur avait demandé pour que des circonstances atténuantes. Ça veut dire que logiquement, ces gens auraient pu avoir une peine avec celui-ci simplement. Celui qui poursuit a demandé la clémence, mais lui, il a fait quoi? Il a donné une peine supérieure au canton pour Rivalor. Donc, sur ce volet, on n'a pas appel, on attend le procès à l'appel qui va s'ouvrir nécessairement.
Le deuxième volet, c'est celui dans lequel les 150 personnes qui sont cette fois-ci au tribunal militaire ont été inculpées par le juge d'instruction. Donc, dans ces cas-là, le juge doit les convoquer un à un dans son bureau pour ce qu'on appelle un interrogatoire. On les entend dans le bureau de l'instruction et c'est après qu'on les ait tous entendus que le juge doit rendre ce qu'on appelle une ordonnance de règlement dans laquelle il doit dire telle personne n'a rien fait, telle a fait ceci, telle a fait cela. Donc c'est après avoir interrogé toutes ces personnes-là que le juge va rendre l'ordonnance de renvoi. C'est donc dans ce volet que le premier qu'on a appelé s'appelle Maurice Kamto. Il leur a dit, avec la question de compétence dont je parlais maintenant, et depuis un mois donc, on va appeler une autre personne parce que la question qui a été posée, il n'arrive toujours pas à y répondre. Donc ça c'est le dossier qui est au tribunal militaire de Yaoundé. Il y a une troisième série de dossiers. Nous avons déposé des requêtes de libération immédiate. J'espère que c'est un peu technique, mais j'espère qu'on comprend. Donc, le troisième volet, c'est le dossier où nous avons demandé la libération immédiate de tous nos clients. Pourquoi? Nous estimons, et c'est la loi qui le dit, que les conditions d'arrestation, de garde à vue et de détention de nos clients sont contraires à la loi, sont arbitraires et sont abusives. Par exemple, je prends un cas. On a été mettre un dossier sans aucun document par des gens qui étaient encagoulés, alors que ces gens devaient se présenter et lui dire qui ils sont. Je lui montrer le document sur la base duquel il était arrêté. Ça n'a pas été le cas. Donc, dans ces cas, la loi dit que nous devons demander ce qu'on appelle une libération immédiate. C'est ça qu'on appelle la habeas corpus, dont on parle depuis. Donc, on a introduit 151 demandes de libération immédiate, l'habeas corpus. Et ces audiences ont commencé avec le professeur Campo et les 6 autres leaders au tribunal de grande instance qui est compétent pour juger cette demande en habeas corpus. Donc, ce n'est pas chez les militaires qu'on les demande, mais chez le juge civil. Et le président Campo et les 6 alliés, donc, leur demande a été rejetée en libération immédiate et on a fait appel de cette décision. C'est ce dossier qui passait avant-hier à la cour d'appel, en habeas corpus. Et on a également, comme je l'ai dit, fait la même demande pour tous les autres. Il y a des décisions qui tombent déjà. Alors, je ne vous cache rien en disant qu'ils rejettent toutes nos demandes d'habeas corpus. Et on a député celle de Campo rejette de manière quasiment mécanique toutes nos demandes. Mais nous, on fait ces audiences pourquoi? On les fait parce que chaque personne qui vient raconte l'histoire de son arrestation cruelle, de sa détention cruelle, de ça. Chacun d'elles vient raconter son histoire. Je vous assure, mesdames, monsieur les journalistes, ne manquez pas ces audiences. Vous apprendrez des choses absolument incroyables. On a traité dans ces pays des gens comme des animaux, comme des bestioles. On a mis des gens dans des camions de police, dans la nuit, sans leur dire où on les amenait. Et les femmes pissaient devant les hommes. Et les hommes, pareil, dans ces camions-là. Et arrivé sur le pont de la Sanaga, ces gens ont stoppé le camion et ont dit à nos militants, pour vous amuser, on vous fait ce qu'on appelle à l'évêque. Vous vous rendez compte du traumatisme que ça peut être, du traitement inhumain qu'on a donné à ces gens-là. Je pense de l'Ouest seulement, par exemple. À Yaoundé, on les a amenés au GMI, sur la route de Soie. On les a mis dans une salle commune, les hommes ont été mélangés. Et ce n'est que le lendemain qu'on les a séparés. Et pendant 3 jours, on a caché aux avocats et aux familles l'endroit où ces gens étaient empastillés. Des femmes ont fait 3 jours sans se laver. Et il y a une qui a raconté qu'elles se sont échangées les slips. Je vais vous le dire. Pour le dire. Pour comprendre la barbarie qui anime nos dirigeants. Des femmes ont dû s'échanger des slips parce que quand il y avait une qui avait ses menstrues, il fallait bien que quand elle se change, qu'une autre femme lui donne son slip pour t'aider, tout ça. Voilà. 3 jours sans cela. On l'a fait. Et c'est pas toi de faire telle violence
à des Camerounais qui n'avaient rien fait d'autre que de revendiquer leur droit constitutionnel. Ça servait à quoi? Les gens de Douala, on avait chez M. Zonga, au CED à Yaoundé, on a demandé à ces gens, Benjamin Pédé-Koka, des personnes connues, de se déshabiller dans la cour du CED, nus comme des vers, de mettre les deux mains sur le mur et de s'accroupir et de pousser. Voyez-vous, des vêtements absolument impossibles. Et la cellule où ils étaient n'avait aucune ouverture. On leur a servi à manger, ils mangeaient avec des doigts, comme des primitifs, dans des plats en plastique. Oui, monsieur, on a fait ça. Et chacun de ces gens, chacune de ces personnes, à ces audiences, vient raconter son histoire personnelle. Chaque histoire est une histoire incroyable. Incroyable. Donc, nous, dans ces audiences, l'habeas corpus, même si on sait au fond, à la fin, on va les rejeter, mais on les fait au moins pour que les gens puissent dire à la face du monde le traitement inhumain, dégradant, déshumanisant qu'ont subi nos militants en 2019. Personne n'avait imaginé, personne alors, en 2019, on pourra encore en arriver là. Voilà, M. Fodjo, la situation des dossiers aujourd'hui. Il y a le volet correctionnel, c'est la Cour d'appel qui est saisie en ce moment. L'habeas corpus, une partie est encore à l'instance, parce qu'il y avait beaucoup de demandes, d'autres sont déjà à l'appel. Et au tribunal militaire, on a au niveau du juge d'instruction qui a pour l'instant convoqué Fosseur Camtosseur et juge militaire qui a posé en avant la question préalable de la compétence subsidiaire. Voilà un peu, c'est de manière exhaustive, je crois, la situation, le point des procédures judiciaires en cours aujourd'hui. Nous avons encore près de 150 personnes emprisonnées et je crois 24 femmes. Les autres, c'est les hommes. À Konegi, la plupart sont dans les quartiers mal famés qu'on appelle le Kosovo. Nous avons acheté des matelas pour qu'on puisse avoir des conditions acceptables pour nos militants à la prison. Le régisseur a pris sur lui de confisquer ces matelas au point que jusqu'à présent, il y a des hommes et des femmes qui dorment à même le sol dans les prisons camerounaises, dans des conditions incroyables. Les femmes, elles dorment à l'extérieur et dès qu'il pleut, vous imaginez ce qui se passe au sol. Mais on a acheté des seaux, des gamelles, des chaises et des matelas que l'administration a décidé de séquestrer, de confisquer et de laisser dormir des Camerounais parce qu'à la fin, même ces gens de l'MRC, c'est comme d'abord les Camerounais, les laisser dormir au sol comme des chiens, comme des animaux. C'est justement qui est intelligent militant, je pense que c'était bien avant que je n'ai oublié de vous le dire. Et que vous qui êtes quand même, je le crois, comme les avocats, les défenseurs des droits de liberté, que vous puissiez relayer ces conditions inhumaines et que le monde se sache dans quel pays, à la fin, nous tous nous vivons aujourd'hui. Monsieur le Vice-président, je voudrais signaler au passage l'arrivée du conseiller spécial du président, Sa Majesté Biloïka, qui a fait une tour d'heure, et du président national des jeunes, bien sûr, qui est également arrivé. Nous allons peut-être mettre un terme à cet échange. D'abord, je voudrais repasser le micro au secrétaire national de la population, Dr. Sotelida, conseiller du président, pour clôturer effectivement. Oui, merci infiniment. Mesdames, Messieurs les journalistes, avant sans doute le petit mot de revoir du président Maître Emmanuel Sim. Je tiens juste à dire merci à la presse, malgré les intempéries qui arrivaient nombreuses. 12 organes de presse ont été représentés. C'était le nom. Il y a 2 qui n'ont pas prévu, mais ils ont reçu 2 qui étaient appelés, mais qui ne sont pas arrivés là. Donc merci à la RTS, merci à Canal 2, merci à la Nouvelle Expression, merci à JDCOM, merci à Mutation, à Alerte Info, donc une agence de presse internationale. Merci à ICFM, à Info TV, merci à Canal 24, merci à Pochit
Ceuta et son site, et merci à Cameroun Télévision, et merci aussi à Equinox, je ne vais pas encore maintenant ici, M. Élisée Norba. Donc, Monsieur le Président, c'est un essai honneur pour nous d'avoir été avec nous ce soir, et la presse, malgré tout, est venue. Juste un rappel, la date du 6 avril 2019, les responsables de base du MRC, dont certains sont d'ailleurs dans la salle, ont reçu l'instruction, par rapport à cette date, de déclarer des manifestations publiques, par rapport bien entendu à notre action nationale de résistance du MRC et des Alliés. Monsieur le Président. Oui, donc je vais dire merci aux uns et aux autres pour leur patience. Le MRC a le privilège, je pense, il faut le dire, de toujours avoir la presse nombreuse. Mais c'est normal parce que dès le début, nous avons dit que ce que nous ferons sera fait en toute transparence, que nous dirons ce que nous ferons ce que nous disons. Et c'est pour ça que la presse est toujours appelée toutes les fois que nous avons quelque chose à dire. Ceux qui nous dirigent doivent savoir que nous n'avons rien à cacher. Notre seul souci, notre seul motif, c'est de tenir au Camerounais un pays dans lequel il fera bien vivre demain. C'est de faire à ce que nos enfants n'aient plus à traverser les rivières, les déserts et les mers dans des aventures. C'est de faire à ce que notre pays devienne un pays considéré, admiré en Afrique et dans le monde. C'est notre but. Beaucoup d'entre nous auraient pu ne pas faire ce combat. Le premier, Maurice Kamto, aurait pu très bien, avec son parcours universitaire professionnel, se dire, je laisse les Camerounais à leur sort et je n'ai rien à chercher d'autre que je n'ai pas encore eu. Mais malgré cela, il a dit, et nous avons dit avec lui, on ne peut pas accepter que nous soyons dans la richesse et que nos voisins soient dans la pauvreté. Parce que si vous habitez un quartier dans lequel tout le monde est pauvre et vous seul êtes riche, vous ne dormirez jamais en paix. C'est le sens du combat que nous menons. Ce n'est pas un combat contre quelqu'un, mais c'est un combat pour que nos enfants demain héritent d'un pays meilleur que celui que nous avons aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire et je vous remercie tous encore d'avoir été là. Et à la prochaine. Merci. Juste pour les militants. MRC! 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 Bien sûr. Merci, Monsieur le Président. Merci aux membres du directoire. Et merci à toute la presse. Ici, Combier. Certaines nous font d'autres interviews.